Les commentaires post-Taisho, post-Kusen, laissent parfois perplexe. Les parlent d'absence de moi, de la vacuité de la personne, de l'ego. Mais les commentaires, eux, tournent presque toujours autour du moi qui souffre, du moi qui n'y arrive pas dans la vie, du moi qui est blessé, ou du moi qui voudrait être libéré. C'est un peu comme le sketch des croissants de Fernand Reynaud, humoriste des années 60, où le garçon de café répète qu'il n'y a plus de croissants, mais le client continue obstinément de demander 2 croissants. Et dans la pratique spirituelle, il semble que nous fassions. Le Bouddha pourtant était très clair. Il n'a pas enseigné comment améliorer le monde plus heureux, plus solide ou plus performant. Il a enseigné que ce que nous appelons moi n'est qu'un assemblage provisoire des 5 agrégats, c'est-à-dire la forme, la sensation, la perception, les constructions mentales et la science. Et rien dedans n'est stable, autonome ou permanent. Écoute cet enseignement comme Fernando écoute le son de café dans son sketch. Le garçon a beau répéter qu'il le entend les mots, mais les interroge intérieurement. Donc, le Bouddha dit il n'y a pas d'auteur où le pratiquant répond oui, mais comment faire pour que mon moi s'ouvre moins? D'un côté, le Bouddha dit qu'il n'y a pas de moi, et de l'autre côté, l'auditeur réplique en voulant que son moi souffre moins. Voilà, c'est comme les croissants. Voilà toute la difficulté pour l'enseignant. Même l'enseignement sur la vacuité de l'ego est transformé en nourriture pour l'ego. Nous voulons un ego éveillé, un ego paisible, un ego spirituel. Nous ne voyons pas que cette recherche même entretient l'illusion du personnage, du moi ou de l'ego. Ce qui fait rire dans le sketch de Fernand Reynaud, c'est l'absurdité du dialogue. Le garçon de café dit « Il n'y a plus de croissants ». Le client répond « Mettez-moi quand même 2 ». Toute l'absurdité humaine est contenue là-dedans. Nous faisons pareil avec la réalité. La vie nous montre sans cesse l'impermanent, l'insaisissable, l'absence de contrôle, mais nous assistons. Oui, je quand même conserve mon petit moi, mes certitudes, mon histoire, mon importance. Même dans la méditation, beaucoup forcent une image d'eux-mêmes. Ils veulent devenir quelqu'un de calme, quelqu'un de sage, quelqu'un d'illuminé. Pourtant, Zazen n'est pas une décoration de plus du personnage. Zazen est l'effondrement silencieux du personnage. Assis immobile, nous voyons apparaître les pensées, les peurs, les désirs, les souvenirs, et progressivement apparaît une évidence, tout cela surgit tout seul. Les pensées apparaissent
sans propriétaire. Les émotions passent sans maître intérieur. Même l'idée du moi est simplement une pensée parmi les autres. Mais l'ego refuse cette simplicité radicale. Il veut continuer à être le centre de l'histoire. Alors il revient sans cesse par la fenêtre, même quand on l'a fait sortir par la porte. Les commentaires que font certains participants illustrent cette difficulté. Quelqu'un écrit « J'ai beaucoup souffert dans mon enfance ». Un autre va dire « Mon compagnon ou mon mari ne me comprend pas ». Un autre encore « Je n'arrive pas à dépasser mes peurs », etc. Bien sûr, ces souffrances existent relativement. Il ne s'agit pas de les mépriser ni de manquer de compassion. Le zen ne donne pas dans la froideur, pas du tout. Mais il faut voir que le commentaire a la même croyance implicite. La croyance qu'il y a quelqu'un ici qui possède cette souffrance. C'est ma souffrance. Or, le zen invite précisément à examiner cette hypothèse. Qui souffre exactement? Où est ce moi? Peut-on le trouver dans le corps, dans les sensations, dans les souvenirs, dans les pensées? Parce que si l'on observe attentivement, on ne trouve jamais un centre fixe. On trouve seulement un mouvement continuel de processus, un courant d'expérience changeante. C'est comme le tourbillon dans la rivière dont on parlait la dernière fois. On lui donne un nom, mais il n'existe pas séparément de l'eau qui tourne. Le moi est un tourbillon psychologique, pourrait-on dire. Il semble réel parce qu'il y a mouvement, mémoire, habitude et répétition. Mais lorsque l'on cherche son noyau solide, il n'y a rien à saisir. Et cette découverte effraie l'ego, n'en veut pas, parce qu'elle ressemble à une disparition. Pourtant, ce n'est pas une disparition, c'est plutôt un soulagement. C'est une séparation immense. Un vieux maître disait, les gens viennent au monastère avec leur sac de problèmes, avec leur valise de problèmes, puis ils décorent leur sac avec des symboles. Très juste. Beaucoup de la spiritualité raffiner le moi au lieu de voir son inexistence. Ils deviennent le moi qui médite, le moi qui prend, le moi qui cherche. Mais le zen coupe même cela. Dans le Shobogenzo, même c'est soi-même. Voilà la direction véritable. Pas améliorer le moi, l'oublier, non pas le détruire violemment, mais voir qu'il n'y a jamais eu la consistance que quand on cesse de nourrir
sensation, quelque chose d'extrêmement léger. Continue, l'émotion apparaît encore, la douleur existe toujours, hein, mais il n'y a plus ce centre dramatique. Et pourquoi cela arrive à moi? Alors la vie circule plus librement. Les choses sont simplement ce qu'elles sont. Point. La pluie tombe, une pensée apparaît, puis disparaît. Rien n'a besoin d'être cédé. Dans les traditions zen, on raconte d'un disciple qui allait voir son maître pour lui parler de ses problèmes. Pendant des années, je suis triste, je suis perdu. Finalement, on lui demanda, montre-moi celui qui... Le disciple resta silencieux, évidemment. Alors le maître poursuivit, si tu ne peux pas le trouver, pourquoi continues-tu à le nourrir? Pourquoi continues-tu à le nourrir? Ce silence est important. Le zen ne cherche pas à donner au moi de meilleures explications, il cherche à voir directement qu'il n'y a pas d'entité fixe derrière l'expérience. L'étude psychologique est tenace. Nous revenons toujours au vieux réflexe, protéger le personnage, prendre l'image, raconter l'histoire personnelle. C'est pourquoi les Taisho doivent être entendus encore et encore, non pas pour accumuler des idées, mais pour ébranler progressivement cette croyance centrale. Comme l'eau finit par polir la pierre, l'enseignement finit par user l'illusion du moi. Et un jour, peut-être, entendra-t-on la phrase « Il n'y a plus de croissant ». Pour le moment, on n'y croit pas. Et à cet instant, on cesse enfin d'en réclamer d'eux. Alors apparaît un grand rire intérieur. Depuis le début, il n'y avait personne pour posséder quoi que ce soit. Seulement la vie, immense, vide et lumineuse, se manifestant sous d'innombrables formes, aussi bien sous la forme de café que de croissant.